Bonsoir, je suis donc ravie de recevoir ce soir Philippe Alpelois et Yannick James pour une rencontre autour de l'exposition Typorama que nous présentons depuis maintenant bientôt 3 semaines dans les espaces design graphique du musée. Juste, je vais faire une toute petite introduction. L'exposition Typorama présente 30 ans de création graphique, depuis les premières œuvres pour le musée d'Orsay jusqu'aux dernières créations de Philippe pour le Sceau Hermès, l'identifiant pour les voies navigables de France ou encore toute l'identité pour le théâtre du Châtelet, qui est une collaboration qui a commencé depuis 2008. Cette exposition Typorama s'inscrit dans une série d'expositions que nous avons commencé à programmer depuis 2006 sur la scène graphique française contemporaine. Ces expositions, je l'espère aussi, permettent de faire comprendre que le design graphique ou les designers graphiques ne sont pas de simples techniciens qui répondent à une commande, mais des artistes qui créent des univers esthétiques singuliers au service de commanditaires. Pour cette rencontre, Philippe n'a pas souhaité faire une conférence avec tout ce que ça peut relever de solennel. Surtout que l'exposition Philippe a voulu aussi qu'elle soit très pédagogique. Donc pour ceux qui l'ont vue ou ceux qui vont la voir, vous avez pu remarquer qu'il y a des cartels développés pour un grand nombre d'œuvres présentées, que Philippe aussi a souhaité dévoiler tout son ciment référentiel, son processus de travail. Donc pour cette conférence, enfin cette rencontre, il a préféré l'imaginer sous forme de discussion avec Yannick James, qui est un de ses proches collaborateurs au sein du studio depuis 2009 et qui a eu un rôle très très important dans la conception et la préparation de l'exposition. Je leur laisse la parole et à tout à l'heure. Bonsoir. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut dire quelques mots sur ce que tu préfères appeler le livre plutôt que le catalogue de l'exposition. Le livre parce que en fait, sa conception a précédé celle de l'exposition. Et ce livre, tu as choisi de ne pas le dessiner et d'en confier la tâche à un jeune designer graphique allemand qui s'appelle Tino Grass. Ma première question, à la limite, ce serait peut-être pourquoi ce choix et pourquoi Tino Grass, si en le présenter en quelques mots, bien sûr. Bonsoir, Tino Grass est venu me voir à Paris et il y a de cela un peu plus de 6 ans. Il était étudiant à l'école d'art de Düsseldorf et il préparait son mémoire de fin d'études sur la création typographique. Il avait le projet d'interviewer une douzaine de typographes, dont moi. Et il m'a posé un certain nombre de questions, il est revenu, il m'a envoyé des questionnaires multiples. Et lorsqu'il est arrivé à la fin de son projet, il me l'a montré. Le projet était tellement bien fait, il était bien articulé, il y avait une cohérence entre les images, la façon dont il peut positionner le texte, son choix aussi. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et il me dit, mais maintenant je m'en vais à Francfort chercher un éditeur. Mais j'étais sûr qu'il allait le trouver, et le fait est, il l'a trouvé, c'est les éditions Nigli. Et je lui dis ensuite il me dit, je ne sais pas. Alors là, je lui dis, voilà, moi j'ai un projet pour toi, c'est de faire un livre sur mon travail, parce que j'avais cette idée en tête en me disant qu'à un moment, ce serait bien de faire le point sur toutes ces années de travail, mais en aucun cas je pouvais avoir le recul nécessaire, moi, de plonger dans ce passé, et que ça serait bien de le confier à quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi, quelqu'un qui venait d'ailleurs aussi. Je trouvais ça plutôt original et certainement plus intéressant aussi par rapport aux résultats qu'on pouvait attendre. Et en même temps, il avait tout à fait les compétences de le faire, si bien qu'il s'est lancé d'abord dans une aventure qui était bien plus longue, je dois dire, que la construction même du livre. Ça a été de trier les archives.
c'est vrai qu'au fil des années, tout avait été entassé de façon chaotique et rien n'avait été classé, organisé. Donc il a fait des recherches, il a retrouvé un nombre incroyable de travaux d'esquisses, voilà. Et une fois que tout ça a été réuni, il les a organisés, segmentés, il est parti là dans la mise en page, aidé par mon équipe, aidé entre autres par Anna Brugger qui travaille avec moi. On est une équipe de 4 personnes, Yannick James qui est à mes côtés, Anna Brugger qui travaille aussi avec moi depuis 4 ans, et nous avons été rejoints cette année par Léo Grunstein. Tous les 3 ont une formation artistique dans des écoles d'art, pour toi aux Beaux-Arts de Valence, je crois. Anna fait ses études en Suisse à Bâle, à l'école de Bâle, et Léo nous vient de Bruxelles, de l'école de la Cambre. C'est important de dire qu'un atelier de graphisme fonctionne en équipe. Alors, je vais revenir au livre très rapidement. Justement, Tino, dans son introduction dans ce livre, il dit que ce que vous avez voulu faire, c'est plus qu'une monographie. Parce qu'il trouvait que c'était enfin, pour lui, la forme monographique était un peu pauvre et vous avez voulu l'augmenter. Alors, comment est-ce que qu'est-ce qui fait que c'est plus qu'une monographie? Déjà, ce qui fait que c'est plus qu'une monographie, c'est qu'il a été séduit par la quantité d'esquisses de tous les projets qui étaient réunis. Il s'est rendu compte qu'il y avait là un véritable processus de création qu'il fallait révéler, mettre en avant, donner à voir, et ça a été sa ligne de conduite depuis le début. C'est pour ça que le livre est divisé en 2 grandes parties, ou 3, disons. En tous les cas, il y a une partie qui est composée de 2 essais, puis après le corps de l'ouvrage divisé lui-même en 5 chapitres qui montrent les projets eux-mêmes commentés, et la dernière partie du livre qui présente à rebours toutes les esquisses des projets qu'on a vus précédemment. Et pour ça, c'était quelque chose de primordial pour lui, parce qu'il expliquait que les techniques avaient tellement évolué depuis que moi j'étais sorti de l'école, c'est-à-dire dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a eu évidemment entre-temps la présence de l'outil informatique qui a considérablement bousculé nos façons de travailler. Et Typorama, alors, c'est l'idée du panorama. C'est un panorama sur ton travail, et ça a eu une influence. Comment ce titre a été trouvé, mais ça a eu une influence aussi sur le format, paysage, comme on dit. Absolument, c'est-à-dire qu'avant qu'on trouve le titre, on s'est posé la question du format. On voulait un format qui se distingue de la plupart des formats des livres. Et on a beaucoup pensé au format carré. Et à un moment, quand même, Tino me dit « Mais tu as dans ta bibliothèque un livre que tu me montres tout le temps, qui est un livre de Joseph Albers, que j'adore effectivement. » Alors il me dit « Mais tu vois, ce livre est au format horizontal. Eh bien, je pense que pour toi, il faudrait un livre du même format. » Ah, mais alors, pourquoi pas? Donc, on est parti sur ce format dit à l'italienne, ou paysage. Et après, on se posait la question de trouver un titre qui soit lisible dans plusieurs langues. Parce qu'on savait que le livre serait en français, en anglais, on l'espère en allemand aussi. Il n'existe pas en allemand, mais il existe au moins en français et en anglais. Et une fois, Tino passe par Londres et revient enchanté. Il me dit « J'ai vu là-bas la rétrospective de Gerhard Richter et j'ai acheté le catalogue et on regarde ça ensemble. Et je vois ce catalogue fabuleux. Et je vois, mais l'exposition s'appelle Panorama. Ça, c'est un titre pour nous. Voilà, Panorama. Mais évidemment, comme on parle de typographie, alors on va associer le mot typographie et panorama. Voilà. Donc finalement, donc la spécificité de ce livre, c'est de donner à voir ton processus de travail. D'une certaine manière, c'est aussi tout naturellement, j'ai envie de dire, le choix qu'on a fait dans l'exposition Typorama, de recréer des séquences de ces esquisses, et par là, j'ai le sentiment qu'on donne à voir aussi la mémoire de ces gestes. Et justement, l'exposition, tu as tenu à ce qu'elle commence aussi par quelque chose qui a à voir vraiment avec la mémoire intime. Donc à l'entrée de l'exposition, on a présenté, on présente cette affiche que tu as dessinée pour l'exposition que tu avais eue à la Galerie Anatome, qui s'appelait Au cœur du mot. Et d'autre part, un certain nombre d'œuvres cinématographiques
et un documentaire datant de 1920 sur un village en Pologne. Le tout, j'ai envie de dire, tendu et écartelé par cette performance du funambule Philippe Petit qui a traversé dans les années 70 l'espace qui séparait les deux tours du World Trade Center. Alors, est-ce que ce funambule, le trait qu'il trace dans le ciel, c'est un signe, mais c'est aussi un lien? Oui, c'est un passage. Il exprime beaucoup de choses pour moi, c'est-à-dire que c'est l'équilibre au sens le plus périlleux du terme. C'est un trait tracé dans le vide. C'est l'équilibre aussi dans lequel le graphiste se trouve souvent, à savoir que la qualité d'un travail graphique, c'est de ne pas trop en faire ou d'en faire suffisamment pour que l'image finale soit mémorable, soit puissante, soit juste. Alors c'est cette justesse qui est difficile à trouver. Et puis par ailleurs, on peut tout à fait s'identifier à cet homme qui défie la pesanteur, qui défie le temps en même temps. C'est vrai qu'il y a un passage d'une époque vers une autre. Tu parlais de cette affiche « Vie pour nous, vie sans nous ». C'est vrai que j'avais envie de lever le voile sur une partie intime, même s'il n'y a pas de lien de cause à effet entre mon travail et ce qui est montré dans cet espace-là. Mais il y a vraiment une filiation sur le ressenti, sur l'idée que lorsqu'on s'engage dans la création, c'est aussi une façon de donner un sens à sa vie. Et peut-être en ce qui me concerne, c'était aussi le besoin de réparer quelque chose. Et puis il y a cette tension entre la réalité et ces fictions cinématographiques. Oui, parce que de la même façon qu'on le voit dans le livre, on s'est posé la question avec Tino, je reviens au livre, sur les premières images qui seraient dans le livre. Et comme je parlais souvent du cinéma italien, de Fellini, de Pasolini, de Visconti, de tous ces cinéastes qui ont nourri mon imaginaire quand j'étais jeune et qui me faisaient rêver. Et moi, je me disais, ben voilà, je veux faire ça. Ou alors, quand j'allais au théâtre et que je voyais à la cartoucherie de Vincennes ce que faisait Anouchkine, je me dis, mais moi, qu'est-ce que je fais dans la salle? Je vais être sur scène. La même chose quand j'ai vu les spectacles de Pina Bausch ou Alvin Nicolais et d'autres chorégraphes américains. J'avais ce désir d'être dans le monde de la scène. Et je ne l'ai pas fait. Mais en revanche, j'ai utilisé le graphisme comme si c'était une scène. Et donc, pour revenir à l'exposition, c'est vrai que je trouvais intéressant de montrer 4 extraits de films qui évoquent cette survie, cette envie peut-être de défier par la force de vie et la force de création, peut-être les difficultés de l'existence, et par ailleurs de mettre en parallèle effectivement un documentaire, donc une réalité d'un endroit de ce village en Pologne, Kazimierz Dolny, dont la population a été rayée de la carte. Et ces fictions qui sont des fictions des images de vie et de résilience. Et tu parlais de ces premières images qui t'ont marqué, de ces images de danse, les premières images qui te marquent lorsque tu fais un stage, des images de graphisme, les premières images qui te marquent lorsque tu fais un stage chez Total Design en 83 et un second en 84. C'est le moment où tu dis découvrir une autre forme de graphisme, quelque chose de différent de ce que tu as appris pendant tes études en France. C'est aussi une histoire de hasard de te retrouver là-bas, et c'est le moment où tu découvres De Stijl et la peinture de Mondrian, le travail de Rietveld. Et comment est-ce que ça te marque? Comment est-ce que peut-être, donc, on voit ton rapport de stage, on va voir des images de Total Design. Qu'est-ce qui te frappe? Qu'est-ce qui te subjugue?
Disons, bon voilà, alors voilà, là il y a 30 ans, par les 30 ans de création, on y est, 30 ans en arrière, 83, moi je me trouve propulsé par le plus grand des hasards, encouragé par un de mes professeurs de l'école des arts appliqués à Duperret pour faire un stage aux Pays-Bas, chez Total Design, et j'ignore absolument tout des Pays-Bas, sauf Van Gogh, je crois, comme la plupart des gens, mais au-delà de ça, j'étais loin d'imaginer que j'allais tomber dans une agence de création, de design contemporaine, radicale, héritière des mouvements constructivistes, mais évidemment de style aux Pays-Bas. Je n'imaginais pas qu'il y avait cette école-là. C'est-à-dire que la frontière était vraiment étanche entre ce qu'il pouvait y avoir à l'époque en France, autant dans l'enseignement artistique, et de ce que l'on pouvait apprendre dans les pays du Nord. C'était un peu cette distinction impénétrable, j'ai envie de dire, de deux mondes qui se côtoyaient et qui étaient très différents. Mais moi, j'y ai trouvé mon compte parce que chez Total Design, déjà, j'ai appris, je dirais, un métier, un savoir-faire, mais en même temps une éthique, une philosophie. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette attirance vers l'épure, vers la construction autour de l'utilisation de grilles de mise en page et en même temps vers la déconstruction. On le voit sur ces deux affiches, c'est-à-dire celle où on voit le logo Total Design qui se résume à juste l'utilisation de deux lettres de la police de caractère univers, et avec cette grille de mise en page, cette rigueur absolue. Et puis de l'autre côté, l'affiche qui avait été conçue au moment où moi j'étais stagiaire là-bas dans les années 80, où Total Design célébrait par une exposition à Breda leurs 20 ans d'existence. Et là, on commence à voir les débuts du déconstructivisme, l'affiche a un format bizarre, il y a un mélange de typographie, les choses ne sont plus aussi stables qu'avant, et c'est déjà en soi les prémices peut-être de ce que va donner le monde de l'informatique. Aussi stable qu'avant, c'est-à-dire par exemple cette affiche que fait Vin Crowell, donc fondateur de Total Design, pour qui tu en 2012 pardon, 2011, 2011, tu dessines cette affiche à la demande de Unit Edition pour l'exposition introspective qui était consacrée à Vin Crowell au Design Museum de Londres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on les a présentés dans l'exposition de la même manière, mais puisque ces deux affiches utilisent la même grille, l'une est divisée en deux, noir et blanc, et celle que tu proposes, cette relecture que tu proposes de la grille de Vin Crowell, déjà tu t'inscris non pas dans les cases mais dans les marges, et tu choisis le gris comme une sorte de milieu par rapport à cette séparation qu'avait fait Vin Crowell. Oui, comme si finalement le blanc et le noir s'étaient confondus l'un dans l'autre, s'étaient fondus l'un dans l'autre et avaient créé des systèmes de valeurs. Mais ce qui est formidable dans la fiche de Vin Crowell, c'est la création de la typographie expérimentale sur la base d'une grille régulière. Et ça a été tout à fait révolutionnaire dans le monde du design. C'est en cela d'ailleurs qu'il reste un des maîtres incontournables, surtout aujourd'hui, lorsqu'on sait que tant de choses sont possibles à faire avec, encore une fois, l'outil informatique, alors que cette affiche date de la fin des années 60. Ce qui était jouissif dans l'idée de réutiliser la grille de mise en page, c'est de trouver une nouvelle forme d'écriture et de se l'approprier. Et là, je dois dire que j'ai essayé, autant par les diagonales, c'est-à-dire en effaçant une partie des lettres, de trouver peut-être un certain lyrisme ou poésie ou mouvement à l'intérieur de ce qui est, pour le coup, extrêmement rigide et organisé. Donc voilà. Et donc, comme tu dis, la grille, c'est un outil hérité du graphisme suisse, mais qui souvent qui structure comme d'une certaine manière l'architecte structure un bâtiment. Cette grille, des fois, elle est souvent invisible, mais parfois elle est revendiquée, elle est mise en avant. Ce que tu proposes au Louvre pour les 10 ans de la pyramide, par exemple, c'est vraiment une sorte de mise à nu de la structure de la pyramide de Paye.
Oui, c'est retrouver le calpinage de verre de la pyramide de Paye et en même temps utiliser le hasard. C'est-à-dire que dans ce carré parfait, il y a marqué Louvre 10 ans de la pyramide, saison de 98-99. C'est une forme de labyrinthe typographique. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément lisible immédiatement, mais en attendant, c'est fait pour évoquer quelque chose, en l'occurrence la pyramide, un monument, sans pour autant le montrer. Et j'aime cette approche qui consiste à évoquer plutôt qu'à être dans la démonstration. Donc en cela, je la trouve beaucoup plus conceptuelle et il faut, autant que possible, trouver des combinaisons qui fait qu'avec les éléments qui nous sont donnés, entre autres le nombre de signes, de faire en sorte que ça s'articule parfaitement. Et là, on rejoint le geste du funambule qui est dans cet équilibre dans le vide où le graphisme est abouti, en tous les cas dans cette version-là, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien ajouter ni enlever. Et justement, le funambule, son souci premier, c'est de maintenir un point d'équilibre. Et c'est peut-être quelque chose auquel tu es confronté, pas sur un film, mais quand tu dessines un logotype, à quel moment la recherche se stabilise, comment ça se fait? Eh bien, ça part, il n'y a pas d'idée préconçue, il n'y a pas d'idée de préétablie, on ne sait pas, tout part en zigzag, et puis des fois, il faut prendre une oblique et trouver la solution. Mais là, dans ce qu'on est en train de voir en ce moment, à savoir les différentes étapes de construction du logotype de l'Institut universitaire d'architecture de Venise, on peut se rendre compte qu'il y a eu toutes sortes de démarches qui révèlent aussi les hésitations, les allers-retours, les erreurs, et en même temps les combinaisons possibles autour de 4 lettres, en essayant de me dire mais qu'est-ce qui fait qu'elles vont, une fois qu'elles vont être mises ensemble, être parfaites, comme si on avait trouvé une forme qui ne serait pas, qui serait idéale, où on ne pourrait pas faire mieux. Alors on se rend compte qu'il y a beaucoup d'essais, de ratages, et puis à un moment, par la manipulation des lettres, on se rend compte aussi c'est ce qu'elles peuvent avoir en commun. Là, ça peut être des ligatures, des liens entre elles, ou des choses qui les opposent, ou alors des choses qui les rendent semblables. Et c'est par l'observation, et c'est par cette obstination, il faut avoir de la pugnacité pour arriver jusqu'au bout, et là on se rend compte qu'en les mettant les unes au-dessus des autres, et en lettres capitales, elles sont symétriques, si bien qu'elles sont lisibles d'un sens comme de l'autre. Juste la lettre I reste plus étroite, donc avec des sérifs, elle prend la même importance que les 4 autres lettres, et là donc on voit qu'il y a, sous cette grille de mise en forme, une justesse parfaite, et qu'on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Et cette idée, c'est vrai que je ne pouvais pas l'imaginer. Alors c'est vrai que d'une part, je ne peux pas l'imaginer à la base, c'est le résultat d'un certain nombre de recherches, comme je viens de te le dire. C'est aussi beaucoup de références par rapport à ce que j'ai constitué et que j'appelle un dictionnaire mental. À savoir qu'il faut apprendre à voir, à regarder, et puis parfois à ne pas regarder. Et ce qu'il faut voir, c'est ce qui va nourrir la création. Alors, une œuvre aussi fondamentale que la colonne sans fin de Brancusi, c'est quelque chose qui irrigue la création pour beaucoup de designers, que ce soit graphistes ou même pour des architectes ou dans le mobilier. Et elle est fondatrice dans l'histoire de l'art parce qu'elle évoque l'art répétitif, l'art conceptuel, la sculpture abstraite, elle est emblématique. En cela, c'est vrai que je pensais beaucoup, au moment où j'ai créé ce logo pour l'Institut universitaire d'architecture de Venise, je me suis dit, ben voilà, ça me fait penser à la colonne de Brancusi, et je pouvais l'expliquer comme de la sorte. En tous les cas, je pouvais prendre ça comme référence absolue. Et la colonne de Brancusi, construite sur ce principe de module, nous ramène d'une certaine manière à ces grilles qui adoptent un petit peu le même type de fonctionnement. Ici, un gros plan sur une esquisse justement de l'affiche que tu réalises pour Arc en Rêve à Bordeaux.
La grille, comme on l'a dit, c'est un outil de travail. C'est l'équivalent des fondations pour les architectes. Mais c'est aussi un motif, ça devient une texture. Et ça devient, en ce qui concerne cette affiche, la possibilité de créer des transparences, donc d'amener une illusion de 3 dimensions dans un support en 2 dimensions. On a l'impression d'une profondeur, parce que évidemment il y a différentes trames, il y a différentes mailles qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'utilisation de la grille, c'est qu'elle devient pas seulement ornementation, mais elle devient élément graphique vivant. Elle devient un objet graphique, ouais. Et on se rend compte dans cette affiche-là, entre autres, que la typographie s'intègre dans cette grille. Dans cette grille. Et c'est ça aussi qui me fascine, c'est-à-dire d'arriver à tout combiner l'un avec tous les éléments, que ce soit le texte, en tous les cas que le texte ne soit pas dissocié du motif graphique, mais qu'il en fasse partie. Et justement, on trouve une réelle correspondance entre ce travail que tu fais pour Arc en Rêve dans les années 90 et cette image qui a été une image qui faisait partie de tes recherches lorsque tu as commencé à dessiner une affiche pour la ville du Havre en 2005 pour rendre hommage au travail d'Auguste Perret qui, après la Seconde Guerre mondiale, a beaucoup œuvré à la reconstruction du centre-ville de la ville. Et c'est à partir de ces images documentaires que tu réfléchis à un motif que tu vas tisser et qui est pour évoquer justement le travail de Perret. Alors, pourquoi ces façades se mélangent-elles ? Elles se mélangent déjà parce que lorsqu'on pense à l'architecture du Havre, on se dit « oh là là, mais c'est très triste, tout est en béton, tout est pareil ». Et en fait, non, tout n'est pas pareil. Et c'est cette différence, autant dans les hauteurs, dans les proportions de chacun de ces immeubles, qui donne aussi la richesse de tout ce vocabulaire, même s'il est d'une certaine façon assez brutal. Alors, je trouve que cette architecture, devenue maintenant une icône du modernisme, il fallait la révéler en trouvant un système graphique qui rende les façades stylisées comme des pictogrammes et aller vers une simplification du dessin de l'architecte. Alors, rendre simple, ça ne veut pas dire rendre banal, ça veut dire garder l'essentiel. Et ensuite, superposer l'ensemble pour retrouver ce que j'expliquais auparavant, c'est-à-dire l'illusion de la 3e dimension d'un support en 2 dimensions, où on a l'impression de plusieurs couches qui se succèdent les unes derrière les autres, et enfin, il y a la typographie. Et bien la typographie, j'aime l'observer aussi dans le nombre de lettres qui m'est donné, par exemple. Et je me rends compte que le patrimoine mondial de l'humanité est un nombre de lettres parfait qui va me permettre d'intégrer chacune des lettres dans un de ces rectangles qui représentent des fenêtres et d'avoir quelque chose encore comme un rectangle parfait. De la même façon, le Havre est inscrit là-haut comme une enseigne. Donc la typographie devient vivante, s'intègre parfaitement dans la composition. Et enfin, pour finir, les couleurs, ce ne sont pas les couleurs réelles du béton, on n'est pas ni dans le gris, ni dans l'ocre ou le beige, mais on est dans les couleurs du moderniste qui affirment le geste radical de cette architecture significative, justement, de cette école du modernisme. Et justement, c'est dans cette tension entre une grille moderniste et en même temps une disposition complètement intuitive que tu crées, c'est une vibration qui évoque un mouvement qui est d'une certaine manière totalement inattendu par rapport à des bâtiments construits en béton et qui ont une fixité implacable. Oui, j'aime bien ce mot de vibration, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est en mouvement, on voit qu'il y a de la vie, et ça apporte aussi un regard différent sur la chose imprimée, comme si on était là devant une image qui s'est mise à l'arrêt. Voilà. Alors c'est ça que je trouve fascinant. Là, on voit autre chose, mais je te laisse expliquer. On voit totalement autre chose, mais justement, je trouve qu'on n'est pas si loin. En 86,
Tu fais un stage chez April Grayman. April Grayman, elle travaille à Los Angeles. On peut dire que c'est une pionnière du début de l'informatique oui, pionnière et en même temps formée à l'école de Bâle justement avec Weingart. Et tu découvres son travail dans un livre, tu as l'envie de faire ce stage chez elle et tu plonges dans son univers qui est très surprenant justement, rattaché à ce courant New Wave. Alors, cette affiche qui date de 83, donc de la même année où j'ai fait le stage à Amsterdam, il se trouve effectivement, chez Total Design, il y avait une bibliothèque extrêmement fournie, et c'était une chance pour un étudiant comme moi qui arrivait de France où, malheureusement, à l'époque, il y avait très très peu de publications sur le graphisme. Il y existait le livre d'Emile Ruder, Joseph Müller-Brockmann avait également fait une sorte de manuel sur comment devenir graphiste. Il y avait un livre qui me faisait rêver parce qu'il était différent du reste et il donnait comment dire, un geste artistique à la profession, qui était le livre de Milton Glaser. Et dans un livre publié par Rudolf Derac, qui était un graphiste américain, sur les travaux de l'AGI, je trouve cette affiche et je me dis, mais là, c'est incroyable parce que je suis en train de me rendre compte que quelqu'un amène un geste artistique très affirmé dans une profession qui est vue comme d'abord fonctionnelle, très technique, parfois même ennuyeuse. Moi-même, elle m'ennuyait un peu, cette profession. Je ne savais pas si j'allais l'adopter ou pas. Mais là, pour le coup, je me rends compte qu'il y a vraiment une transgression de tout ce qui existe avant et il y a une liberté totale dans cette affiche. Et en plus, chose que je ne savais pas, mais qu'on peut deviner sur cette image, c'est qu'elle peut être vue en 3 dimensions avec des lunettes. Donc il y a un véritable jeu, autant dans la typographie, dans la liberté de composition, dans le fait qu'elle devient un objet en 3D et c'est presque une image cinématographique. Alors, elle me faisait rêver, ça c'est sûr. Et cette liberté, tu la découvres aussi dans le travail de Frank Gehry à l'époque. C'est-à-dire que autant, effectivement, pour revenir à Amsterdam, je n'avais pas spécialement choisi moi-même d'y aller, c'est plus le hasard qui m'y a qui a fait que je me suis rendu. Autant Los Angeles, travailler chez April Grayman était le résultat d'un choix. Donc je suis arrivé en Californie parce que j'aimais bien son travail issu de l'école suisse, mais totalement libre. Et je découvre qu'à la même époque, en fait, les architectes ont cette même liberté dans ce courant dit New Wave californien, où ils utilisent des matériaux pauvres comme la tôle ondulée, le grillage. Et c'est vrai que la maison de Frank Gehry qu'on voit là a été une sorte de manifeste contre tout ce qui était de l'ordre établi sur la côte est américaine, avec ces grandes constructions fonctionnalistes et assez brutales. Et là, il y avait une poésie du jamais vue. Et quand tu arrives chez April Grayman, tu découvres avec surprise que les crayons sont remplacés par des ordinateurs. Donc on est en 87-88, hein, c'est ça? Oui. Ça, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas en me disant, voilà, je vais aller chez quelqu'un qui a une formation typographique d'excellence, qui est une artiste, qui s'inspire des cultures du monde, parce que c'est vrai que son atelier, il était peuplé d'objets venus d'Amérique latine, de Chine. Et en même temps, c'est vrai que quand on connaît cette ville de Los Angeles, qui est une banlieue sans fin, il y a tellement de populations qui se réunissent là. C'est ça qui me fascinait. Et je me rends compte qu'en arrivant dans son atelier, à la fin des années 80, sur chaque table de travail, il y a un ordinateur. Et j'étais extrêmement rebuté parce que j'attendais pas du tout ça. Moi, j'étais venu là en me disant je vais pas passer une année à taper sur un clavier comme une secrétaire. Oui, il faut dire qu'à l'époque, peut-être que le lien entre travail, création et ordinateur était absolument pas évident.
Parce que personne n'utilisait l'ordinateur comme un outil de création. L'ordinateur existait bien entendu à des fins tout à fait différentes, mais ce qui était extraordinaire chez April Kerman, c'est qu'elle l'a utilisé comme un crayon extrêmement sophistiqué. D'un seul coup, elle avait mis de côté les rotrings, les équerres, les règles, tout ça était rangé dans des tiroirs et tout le monde pianotait sur son écran. Alors ça donnait naissance à des formes un peu hybrides, un peu maladroites des fois, mais il n'y avait pas de gêne finalement à aller dans des directions qui, moi, je trouvais au début évidemment très surprenantes. Alors il m'a fallu du temps pour me dire que j'aurais peut-être intérêt à m'y mettre et voilà. Et c'est comme ça que, en regardant sa façon de travailler, je me suis dit que je devrais effectivement m'instruire sur ce qu'était l'ordinateur et qui a effectivement tellement bousculé notre profession. Et ça a eu une influence sur ton travail d'une certaine manière. Là, on est en train de regarder la mise au propre, on dit comme ça? Non, là. Je ne sais même pas comment on dit ça. C'était le travail préparatoire qui était remis à l'imprimeur avant de lancer l'impression. Donc maintenant, on envoie ça par Internet, par email. Enfin, ce n'est même plus une image, mais enfin là, c'était un travail d'exécution. Enfin, c'était voilà, le travail d'exécution qui précédait l'impression. Donc, et ça a été fait pour un ouvrage de bibliophilie qu'on voit là, qui est présenté là-haut dans l'exposition et qui a été imprimé par l'Imprimerie nationale au moment du bicentenaire de la Révolution française et publié à 200 exemplaires. Et le titre de cet ouvrage, Comme un coursier indompté, provient d'un texte de Jean-Jacques Rousseau sur le discours sur l'inégalité parmi les hommes. Et il exprime le concept même de la démocratie qui ne peut pas être domptée, donc comme un coursier indompté, d'où ce titre très poétique, et une idée qui progresse dans le temps, voilà, la spirale avec des déviations qui montrent son côté farouche. Justement, une tension entre la spirale construite, géométrique, et une prise de liberté, comme des coups de crayon qui se permettent de complètement se détacher de ce qui paraît être quelque chose de très construit et ce qui l'est, mais ce qui est faussement savant, où il y a une fantaisie dans l'approche de ces formes géométriques. Oui, il y a de la fantaisie, il y a l'idée aussi de transgresser une forme de rigueur et de se dire, bon ben voilà, on peut, bien sûr, on sait faire des choses carrées ou circulaires, obéir à des lois de la géométrie, mais on peut aussi les dévier et partir en oblique, comme je dis, faire des formes qui sont inattendues. D'une certaine façon, c'est... moi, c'est ce que j'appelle lutter contre l'engourdissement. On est tellement formaté sur des façons de voir ou des façons de construire des images. Alors des fois, quand il y a des gestes inattendus ou qui n'ont pas forcément de sens, on voudrait donner du sens à tout, mais est-ce que c'est nécessaire? Eh bien là, voilà, ces courbes qui dévient la spirale, elles n'ont pas de sens en soi, mais elles interrogent, et c'est en cela que le travail abouti devient singulier. Je ne sais pas si on voit grand-chose, mais quand justement, tu m'as expliqué que cette image, par exemple, donc c'est un dessin, c'est un dessin préparatoire, et tu m'as expliqué que tu adorais à ce moment-là passer beaucoup de temps à dessiner. Justement, c'était un vrai plaisir que de t'amuser à créer ces formes, à les pour ensuite, j'ai trouvé ça assez drôle, pour ensuite finalement les retranscrire avec l'ordinateur. Disons, de passer par le dessin, c'était rassurant. Je me disais, bon, si je passe par le dessin, au moins je maîtrise quelque chose. Parce que l'ordinateur, déjà au début, je ne maîtrisais pas grand-chose. J'étais maladroit. Ça m'arrive encore de l'être, et j'aime bien d'ailleurs ces maladresses, parce que ces maladresses, elles font partir dans des directions qu'on n'imagine pas, et elles sont génératrices de formes, d'inventions. Mais c'est vrai que passer par le dessin, c'était évidemment toute une mise en condition, une concentration. Ça demande du temps.
Alors, et puis, il y a une forme d'expertise à gagner quoi, par le tracé minutieux. Et donc en 1987, à ton retour des Pays-Bas, avant de partir en Californie, justement, tu expérimentes une méthode de travail que tu continues à entretenir et qui participe justement par rapport à l'ordinateur et par rapport au dessin, une sorte d'aller-retour constant entre ces deux outils. Et en l'occurrence, pour cette première affiche du musée d'Orsay, pour l'exposition inaugurale qui était consacrée à l'architecture de la ville de Chicago, tu mélanges la photographie, le dessin et une première utilisation de l'ordinateur qui à l'époque était pas très maniable, mais que tu... À l'époque, elle était vraiment révolutionnaire, n'ayons pas peur du mot, dans le sens où l'ordinateur, encore une fois, n'était pas du tout utilisé comme un outil de création. Ce qui était formidable dans la création de l'affiche Chicago, c'est déjà le sujet par lui-même. Le musée d'Orsay a ouvert en décembre 86 et à peine un an plus tard, il y a une exposition donc, inaugurale et tout le monde attendait, je suppose, une exposition sur la peinture. Or, ben non, c'est une exposition sur l'architecture, donc en cela, elle a quelque chose qui s'inscrit comme un manifeste. C'est de montrer que l'art va au-delà de la peinture, de la sculpture, mais bien entendu aussi dans les objets d'art et l'architecture. Et le modernisme de la construction de Chicago, qui avait été détruit par un incendie, va changer totalement la perception et l'organisation même de l'urbanisme dans le monde par la construction de gratte-ciel. Alors c'était déjà en soi d'être nourri d'un savoir extraordinaire. Moi, je le dis souvent, quand on est graphiste, on est plongé dans des domaines tellement différents à chaque fois qu'on est amené à créer une image pour communiquer. Alors, on doit apprendre. Et cet apprentissage, c'est une joie extraordinaire, puisque, au fond, on est toujours à nourrir une forme d'appétit visuel, intellectuel, etc. Et en regardant toutes les images qui m'avaient été données par l'Art Institute de Chicago, je m'étais dit, ben voilà, il fallait utiliser celle-ci. Il y avait la rue, la perspective de la rue, il fallait orienter la photo, la colorer, et puis insérer la typographie comme un coup de vent, comme si on était saisi par un coup de vent qui passe dans cette rue et qui prend l'oblique, qui tourne comme ça, suivant un virage, en mettant évidemment en avant la syllabe Go, donc inviter aussi le visiteur à venir voir cette première exposition, à venir voir. Tout était réuni et c'est vrai que j'avais l'idée de le faire. Tu as montré les premiers essais qui avaient été faits avec un appareil photo tout à fait ordinaire. Je savais que je ne pouvais pas gagner en précision avec la photo parce qu'il y avait des problèmes de profondeur de champ et en même temps je trouvais intéressant de combiner justement une ancienne photo et des techniques très très contemporaines pour créer cette image. Et 12 ans plus tard, finalement, tu fais l'inverse. C'est-à-dire que pour Chicago, pour composer ces lettres dans la perspective, tu utilises l'ordinateur. Et pour cette affiche Street Scene, pour le théâtre du Châtelet, tu fais l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'ordinateur, on va le voir après, tu vas construire avec du carton-plume une petite maquette qui va te permettre de photographier cette fois-ci le titre et de conserver justement ces déformations dues à l'objectif, ces flous, quelque chose de finalement plus vivant que les premières esquisses que tu réalises. Et là, en regardant ça, on se rend compte combien le processus de création a évolué. Avant, tu as montré des dessins faits au rotring, laborieux, et puis alors maintenant, en quelques minutes, très vite, hop, on tape sur un clavier, voilà, on a la typographie, on fait des formes, on est content, on dit ça y est, on a tout trouvé, tout est là. Il y a une forme d'exaltation et en même temps de panique, parce que c'est vrai que c'est formidable de pouvoir répondre très vite grâce à l'outil informatique et qui donne accès très facilement à la typographie. Mais
par ailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi une sorte de sécheresse qui s'installe, comme si la vie devenait absente de ces compositions. Alors, comme je te le disais, les sujets sont divers dans lesquels on est amené à communiquer. On parlait de l'architecture de Chicago, là on est encore aux États-Unis. Street Scene étant un opéra de Kurt Weill, le premier opéra qu'il écrit lorsqu'il arrive aux États-Unis après avoir quitté l'Allemagne. Ça se passe dans le Lower East Side. Lorsque il faut créer des affiches pour le Théâtre du Châtelet, et on fait ça à l'atelier en équipe, on s'y met tous, on sait surtout une chose, c'est que le spectacle n'existe pas au moment où nous, on se met au travail. Donc il faut faire travailler son imagination, se documenter et chercher des emblèmes qui vont rendre le visuel mémorable, comme une forme de logotype. Donc très vite, on s'est dit ce seraient les escaliers de ces tenements, qui sont ces maisons tellement typiques du Lower East Side. Alors voilà, les esquisses d'informatique, puis à un moment, on s'est dit ça ne va pas du tout, il faut trouver autre chose, mais pourquoi on ne les construit pas? On a pris, comme tu dis, du carton plume, on a découpé nos lettres, et puis tout ça est fait de briques et de broc, c'est une véritable cuisine. Et ensuite, c'est photographié. Et là, on obtient dans cette photo une forme de patine, d'imperfection qui, pour le coup, colle très très bien au sujet dont il est question, puisque ce Lower East Side de New York, c'est quand même un des endroits où il y a toujours d'ailleurs une population quand même modeste, et on n'est pas du tout dans les beaux quartiers de New York, mais dans des quartiers populaires. Mais ce qu'on voit, indépendamment des lettres qui sont transformées en escalier, c'est que le reste de la typographie participe à la construction plus ou moins fantomatique, comme ça, d'une architecture, d'une façade. On peut imaginer des portes, des fenêtres, un entablement. Tout devient utilisé pour créer une image qui évoque sans pour autant illustrer. Alors, la même année, justement, pour la fête du livre d'Aix-en-Provence, on est en train de voir une esquisse, justement, un dessin qui précède l'affiche. En voyant ça, je me demande, est-ce qu'à un moment, il y a justement, est-ce que c'est pas des fois très difficile de transmettre une émotion avec l'ordinateur? Alors, et à ce moment-là, qu'est-ce qui permet, en l'occurrence pour ce projet, de communiquer quelque chose qui dépasse justement ce que tu des fois appelles le côté mécanique? Je pense que la réussite d'une affiche, ou en tous les cas d'un travail graphique, c'est d'y apporter effectivement une dose d'émotion qui rend le geste artistique, enfin qui replace le travail du graphisme dans un rayon artistique. Lorsqu'il y a eu le projet de faire l'affiche de Bruit du Monde étant un festival littéraire où étaient invités 6 écrivains venant de pays différents, et qui pour chacun d'entre eux sont confrontés dans leur intimité à l'autorité du pays dont ils sont issus, et ont des prises de parti politiques réels et importants, et qui sont révélés par leur littérature. Je pensais qu'il fallait que ces lettres soient comme une forme d'archipel, et qu'elles parlent, qu'elle donne une forme d'identité pour chacun d'entre eux. On se souvient pratiquement pas maintenant parce que c'est plus d'actualité, mais auparavant sur notre carte d'identité, on avait l'empreinte comme ça de nos doigts. Et alors ce sont ces empreintes, c'est aussi une façon d'appuyer là où ça fait mal. Globalement, c'est ce qu'ils font dans leur œuvre littéraire. C'est qu'ils pointent des situations qui sont parfois violentes, parfois douloureuses. Et l'affiche est née comme ça. Alors c'est vrai que l'ordinateur permet de construire peut-être l'affiche, et puis après il y a le geste manuel qui la rend peut-être effectivement plus humaine et la fait sortir de ce mécanisme qu'imposent tous les logiciels informatiques qu'on connaît aujourd'hui. Merce Cunningham, c'est une influence fondatrice. Oui, parce que les chorégraphes américains
d'après-guerre, ont vraiment utilisé le corps, dégagé de tous les costumes qu'on connaissait dans le domaine de la scène, et utilisant des gestes, une gestuelle extrêmement moderniste à l'image en fait de la peinture abstraite américaine. Il y a pour moi, en tous les cas, des connexions immédiates entre l'œuvre de Merce Cunningham, par exemple, et celle des grands peintres américains, mais aussi de la typographie. On regarde cette image et moi j'y vois des lettres. Je trouve que ces corps en mouvement aussi, qui d'un seul coup occupent l'espace scénique, eh bien, on peut retransposer cette façon de travailler dans la mise en page. Justement. Pour le saut Hermès, oui, ben pour le saut Hermès, il ne s'agit pas du tout de danse, mais de saut d'obstacle qui a lieu chaque année sous le Grand Palais, au Grand Palais. Et donc, je pensais que plutôt que de montrer encore une fois une image de cavalier sautant des obstacles, que les lettres elles-mêmes pouvaient être personnifiées et raconter cet exploit hippique, quoi. En tous les cas, ce saut. Donc on voit comment l'idée commence par des esquisses, et petit à petit, après ces esquisses sont reportées sur l'ordinateur et l'image est recréée étape par étape jusqu'à son aboutissement final qu'on voit là. C'est-à-dire que les lettres sont beaucoup plus dessinées, bien abouties. On voit également qu'il y a une progression dans leur graisse, ce qui donne l'idée d'une profondeur de nouveau. C'est par le fait que les lettres sont grasses en haut et de plus en plus maigres vers le bas de l'affiche. Et par ailleurs, il y a encore cet enchevêtrement avec la stylisation, là pour le coup, de la silhouette d'un cheval, comme si le cheval traversait l'affiche, comme s'il bondissait au milieu des lettres. Et cet intérêt pour une forme de dynamique du mouvement, tu la découvres aussi dans cette image de Gary Winogrand, et tout de suite tu te dis je peux en faire quelque chose. Mais parce que je passe beaucoup de temps dans les musées à regarder et les collections permanentes, les expositions. Et en cela, je suis un citadin. J'aime le monde de la ville, avec la rue, avec son bruit visuel, son animation. Et c'est vrai que lorsque je vais au MoMA et qu'il y avait une rétrospective de Gary Winogrand où je vois cette photo, je me dis, mais c'est cet homme qui est en apesanteur, enfin qui est complètement presque désarticulé. On se demande comment il peut tenir. Est-ce que lui-même est suspendu par un fil? On ne sait pas. En tous les cas, c'est une performance aussi que de faire un bond comme ça dans l'espace. Alors elle faisait partie justement de ce dictionnaire mental dont je parle. Je l'avais en mémoire, tout comme d'autres œuvres. Et donc du coup, oui, c'est ça. Donc tu fais des rapprochements, par exemple avec Chagall. Oui. Parce que lorsque je vois cette œuvre de Chagall pour le théâtre yiddish, je vois une distorsion du corps, et ce corps ressemble à une lettre. Alors j'ai ces deux images en tête, et c'est ces deux images qui vont me donner l'inspiration de créer une affiche pour un festival de danse dont le thème était la naissance et la renaissance. Naissance d'un spectacle sur la renaissance, par exemple, d'une musique baroque. On pourrait très bien imaginer, enfin c'était le cas entre autres, de donner carte blanche à des chorégraphes contemporains qui feraient des spectacles avec des orchestres jouant de la musique baroque ou autre. Donc d'où le titre Naissance-Renaissance, et ce personnage qui était en train de bondir, eh bien je l'ai tordu, j'ai accentué cette courbe comme cette courbe d'hystérie de ce corps, et on se demande s'il est en train de naître ou de mourir, de la même façon que l'aile de papillon derrière est un symbole d'un être vivant qui renaît, puisqu'il est chenille avant et il devient papillon ensuite. Et il y a le regard du spectateur. C'est un collage assez complexe. Oskar Schlemmer, c'est aussi le Bauhaus.
C'est quelque chose que cette école dont tu dis que tu ne peux échapper dès que tu commences à travailler? Mais je crois tous les gens qui sont amenés à œuvrer aujourd'hui, en tous les cas dans le monde du design, sont à un moment ou à un autre contaminés par le Bauhaus. Parce que au Bauhaus, justement, il n'y a plus de frontières entre les disciplines et que celui qui s'intéresse à la typographie est capable de faire du textile ou pourquoi pas, comme c'était le cas d'Oskar Schlemmer, de s'intéresser à la mise en scène et à la transformation du corps par la prolongation de ces bâtons qui rendent l'image magnétique. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans le dessin de l'espace par un individu qui prolonge son corps par des bâtons. Moi, je trouve que c'est une image extrêmement puissante. On sait par ailleurs que c'est une performance. Donc, ce n'est pas seulement une photo, ça a été aussi un ballet. C'est un peu comme, comment dire, Léger faisait son ballet mécanique sous d'autres formes. Mais dans le Bauhaus, ce que je trouve toujours fascinant, c'est justement le mélange des genres. Et le corps, c'est en typographie, pour toi, c'est souvent la lettre? La lettre, par essence, oui, c'est la typographie. Et en même temps, on voit là ce qui... En tous les cas, on peut faire une connexion directe entre ce que j'ai pu voir chez Total Design lorsqu'on se souvient de l'affiche que tu as montrée de Wim Krawell, où on voyait les lettres dessinées sur la base d'une grille, donc avec un système métrique. Eh bien, la création de ces caractères ont été faite de la même façon, en traçant des carrés, prenant simplement un cahier d'écolier, en noircissant des carrés et qui m'ont donné naissance à des lettres. Donc, il y a un côté systématique. On retrouve ça aussi dans la musique répétitive, dans la danse contemporaine, bien sûr, mais dans l'art, je pense à l'œuvre de Sol Lewitt ou d'autres artistes que j'affectionne particulièrement. Alors, ce caractère, créer un caractère typographique, c'est une grande aventure, c'est sûr, parce que surtout quand on n'est pas spécialement typographe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'aborder la typographie. Il y a les typographes qui créent des caractères de labeur, donc des caractères qui sont amenés à être utilisés pour la composition des textes courants. Et puis, il y a les typographes comme moi, eh bien, qui préfèrent peut-être la création plus expérimentale ou plus fantaisiste. Et ça a été le cas donc, dans les affiches qu'on a vues précédemment, qui avaient été faites dans les années 90, au moment où j'avais pu me poser et dessiner des propres caractères, qui ont été repris en 2006 pour le Théâtre du Châtelet, qui ont donné naissance à toute une série d'alphabets. Et très récemment, ce caractère, parmi de 9 autres, donc une dizaine de caractères, ont été redessinés, complétés par deux jeunes graphistes qui sont installés en Suisse et qui ont monté leur propre fonderie qui s'appelle Nouvelle Noire et qui ont donc développé ces caractères qu'on peut voir là-haut dans l'exposition. Et autant dans tes débuts avec le Châtelet en 2006, je ne sais pas si c'est le cas, mais d'une certaine manière, on a l'impression que tu imposes un caractère radical et tu proposes toutes les affiches de la saison avec ce même caractère. Et 4 ans plus tard, la typographie devient, je ne sais pas si justement ça te convient de dire ça, plus expressive. En tout cas, avec des petites illustrations, elle devient mot-image. Mot-image, oui. C'est-à-dire que les lettres, Showboat, ben voilà, c'est le titre qui dessine le bateau. My Fair Lady, c'est l'ensemble du titre, mais avec toutes sortes d'ornements qui dessinent son chapeau. Et puis il y a juste 2-3 petites illustrations qui vont donner naissance à un visage. Et le Messie, sont des épines. Oui, c'est une autre façon de communiquer, certainement, parce qu'il y avait une demande. Et là, on parlait auparavant de dialogue avec le commanditaire. Eh bien, le Châtelet, il voulait des images qui fassent écho au grand public, qui parlent, et c'est vrai que ce qui avait été fait auparavant était peut-être plus difficile d'accès.
Alors, parce qu'aussi, je pense que c'était en accord avec leur programmation, c'est-à-dire que les 3 affiches qu'on voit, bon, le Messie fait partie du répertoire classique, mais le Showboat My Fair Lady sont 2 music-halls dans sont la des plus pure spectacles tradition populaires. américaine du music-hall. Voilà. Et il y a, je pense aussi, de coller à un genre. C'est-à-dire que ce sont des grands spectacles populaires et c'est vrai que les affiches, elles doivent refléter cet esprit-là. On n'est pas dans le théâtre d'avant-garde, mais ce n'est pas pour autant que la création diminue. Bien au contraire, c'est des fois justement parce qu'il y a des contraintes, et des contraintes par exemple de ce genre, que la création est d'autant plus riche. Et de manière générale, presque jamais des images. Alors, il n'y a pas de son. C'est pas grave. On peut... Mais par exemple, pour le New York Times, à partir du T du New York Times, qui constitue leur logo, tu le déconstruis et tu crées des visages. C'est comme un jeu finalement. Ah oui, totalement. C'est la partie ludique de l'utilisation de la typographie. C'est-à-dire que en rien, je trouve que la typographie ne peut se limiter à sa valeur fonctionnelle, de lisibilité, de clarté, mais ça devient vraiment un élément de création totale. Au fond, on utilise la typographie comme on pourrait utiliser une palette de peinture avec des pinceaux, je sais pas, toutes sortes de choses, quoi. Et donc la typographie, c'est la rendre expressive, créative, en mouvement, vivante, et c'est vraiment lutter contre cet engourdissement, comme je te le disais, qui est celui de tout à chacun, parce que finalement on lit sans regarder les lettres. Les lettres sont quasiment invisibles. On ne les regarde plus. Et les lettres, des fois, peuvent exprimer quelque chose, comme pour cette affiche d'une exposition qui s'appelle Henry Moore intime. Des fois, elles peuvent ce que tu as tenté dans cette affiche, c'est de substituer l'œuvre de l'artiste par ta typographie. Oui, parce que lorsque il a été question de faire cette affiche, tout de suite on m'a dit, mais voilà, c'est une affiche sur le travail intime d'Henry Moore, le sculpteur anglais, qui venait de mourir quelques années auparavant. Alors on va montrer son portrait, c'est un hommage. Mais oui, mais le portrait d'Henry Moore, personne ne sait qui c'est. C'est quelqu'un qui n'a jamais communiqué sur son propre visage. On pense à d'autres artistes comme Dali, Andy Warhol ou Picasso, qui se sont beaucoup montrés. Mais Henry Moore était d'une discrétion absolue. Et alors je ne pensais pas que c'était la piste idéale pour faire une affiche. Tout de suite, après, on m'a dit, on va reproduire une de ses œuvres. Mais une affiche, ce n'est pas non plus une reproduction. Alors, l'idée de l'affiche, c'était de voir l'univers intime d'Henry Moore, donc de se rendre dans la banlieue de Londres, de découvrir cette maison ordinaire que tu as montrée d'abord, cette maison en briques, dans laquelle il y avait une collection de coloquintes, et il y avait un jardin d'hiver aussi, avec des cactus, avec des formes qui me faisaient penser énormément à son vocabulaire artistique. Et puis son atelier qui était un peu plus loin, dans un coin, il y avait un crâne d'éléphant qu'on lui avait offert. Alors tout ça, je me suis dit, mais c'est vraiment ce qu'il a regardé, et j'ai observé ces choses, tout en ayant vu que autour de cette maison, autour de cet atelier, il y avait des champs à perte de vue avec des moutons, certaines de ces œuvres qu'il avait placées là et qu'il regardait, qu'il observait et avec lesquelles il vivait. Alors je me suis dit que la typographie pouvait réunir en fait cette idée d'espace, d'œuvres installées comme ça dans la nature autour de sa maison. Et l'affiche est née comme ça. Et c'est vrai que la typographie devient alors pour le coup vraiment expressive. Elle prend du sens. La peinture, c'est la référence ultime. Oui, c'est la référence ultime parce qu'au fond, si j'avais pu, je crois que j'aurais été peintre. On a toujours envie de faire ce qu'on ne fait pas. Donc, bien sûr, la peinture, depuis
depuis mon enfance, enfin, et puis jusqu'encore maintenant, je m'en lasse pas. Il y a des peintres qui sont fondamentaux pour moi. Je pense à Miro, je pense à Matisse, bien sûr Monet, parce que chez Monet, il y a les prémices du modernisme total, où on est immergé, notamment dans le Cénophéas, où on est vraiment immergé dans la nature qui est peinture. Et lorsqu'il a été question de faire l'affiche des bateaux sur l'eau, j'avais évidemment en tête les œuvres de Monet. Je savais que c'était en regardant de nouveau la peinture de Monet que j'allais créer cette affiche. Mais tu vois, je disais la peinture, on aimerait faire ce qu'on ne fait pas. C'est vrai, je ne suis pas peintre, mais en attendant, en regardant justement le panorama de ces 30 années de création, je me dis, mais finalement, ces affiches, elles ont été conçues comme des peintures, elles sont des peintures. Pour certaines d'entre elles, je les vois vraiment comme telles. Et là, on est dans ce domaine-là. C'est la première affiche, enfin ce sont des esquisses de la première affiche que tu réalises pour la fête du livre d'Aix-en-Provence. Elle était consacrée à l'Afrique du Sud, aux écrivains de l'Afrique du Sud. Et puis, et tes premières recherches, justement, très étonnamment par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir, elles démarrent par de l'encre de Chine. Elle démarre par une calligraphie maladroite. Mais pourquoi? Parce qu'on est en 97, voilà 3 ans que l'apartheid est terminé. On voit beaucoup de ces affiches, de ces pancartes qui ont été fait maison, j'ai envie de dire. Et c'est ça que j'avais en tête. Je me disais, mais voilà, il faut que l'affiche soit pareille. C'était quand même un parti pris énorme que de faire venir des intellectuels en France raconter ce qu'ils venaient de vivre, et des gens comme André Brink ou Coetzee sont venus à Aix-en-Provence et parler de leur œuvre littéraire, raconter ce qui se passait là-bas. Donc je voulais que cette affiche soit comme un cri, qu'elle revendique quelque chose. Et puis ça plaisait pas beaucoup, ni à Annie Terrier qui organise la fête du livre, ni à moi-même. Je trouvais que c'était finalement une sorte de lieu commun et qu'on n'allait pas déplacer un cliché. Donc de nouveau, la peinture, le regard qui se pose au hasard des déambulations dans les musées. Quand je te dis, c'est vraiment prendre une oblique, et ben voilà. Je tombe sur cette œuvre de Ellsworth Kelly et je suis fasciné par les rayures, ces hachures, ces stries, et je me dis que l'affiche peut naître de là. Et effectivement, c'est comme ça que je l'ai créée, à savoir que je me suis dit, l'Afrique du Sud aujourd'hui, à l'époque, en tous les cas en 97, c'est 2 populations qui s'affrontent, population noire, population blanche. L'affiche, c'est ça, c'est 2 surfaces équivalentes, une noire, une blanche, et qui se mixent au milieu, qui se rencontrent, et en même temps ces stries irrégulières alors font penser à des zébrures, font penser à des barreaux de prison, font penser à des dos de livres sur des étagères, et il y a tous ces accès possibles dans la lecture de l'affiche qui rend l'affiche magnétique, lisible, et qui en même temps révèle aussi toute la complexité de l'Afrique du Sud au présent, donc au moment où a lieu cet événement à Aix-en-Provence. Et la manière avec laquelle tu enchevêtres les lettres dans ce motif, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est assez présent dans l'exposition quand on regarde ton travail, et que tu investis d'une manière très différente, mais je trouve assez similaire dans cette idée de tissage pour l'Institut français de New York, pour le festival Crossing the Line, où tu vas créer des lettres, mais pas à partir de formes dessinées, mais à partir d'agglomérats de signes typographiques, de signes de ponctuation, de barres de fraction, de points. Oui, parce que comme je te disais, moi, c'est vrai que mon travail artistique, je l'ai fait exister par le texte plus que par l'image. C'est là où je me sens beaucoup plus à l'aise. Et je trouve que dans l'accumulation des signes typographiques, on donne naissance à des textures, à des formes qui sont presque en train de naître ou de disparaître, et donc qui gagnent
en vitalité, en mouvement. Donc c'est comme ça qu'une affiche comme Crossing the Line, dont le titre évoque bien ça, c'est-à-dire l'idée de croisement, est répété, le titre est répété plusieurs fois, inlassablement, à travers toute la surface de l'affiche, avec des modulations différentes, comme si on était face à un tableau lumineux d'informations, comme si on était plongé en fait dans la typographie, et que c'est la typographie qui nous entraîne dans la lecture. Il y a un mouvement entraînant. Et je pense que dans toute carrière artistique, ce qui enrichit la création, c'est vraiment l'intérêt qu'on peut avoir sur les dissemblances. Et même si les méthodes de travail avec les architectes sont très proches de celles que nous avons, il y a des dissemblances parce que eux voient dans l'espace, nous on voit en 2 dimensions. Il y a tout ça qui se conjugue et qui fait que c'est plutôt comment dire, exaltant de travailler comme ça en équipe. Et ce travail d'équipe, c'est sûr qu'il est c'est pour moi et pour vous aussi une chance inouïe, ça c'est sûr. Voilà. Merci.